Salut les devins, c'est Seiki, on se retrouve pour ma review du chapitre numéro 68 du manga Dragon Ball Super, chapitre ayant pour titre Granola le survivant, donc il porte le même nom que l'arc, et il le porte réellement très bien. Le chapitre 67 n'avait pas trop soulevé les foules non plus, il était surtout très introductif, et là on saute avec le 68 à pieds joints dans l'histoire de Granola, et dans ce qui orbite tout autour. Et je trouve sincèrement, sans vous le cacher, que c'est un très beau début d'arc. Alors bien sûr, ça ne vaut que ce que ça vaut, ce n'est qu'un chapitre en soi. On verra bien ce que ça va être par la suite, c'est probablement un arc qui va nous accompagner sur tout 2021, voire probablement une belle partie de 2022. Mais j'espère d'ores et déjà que cet arc-là ne fera pas l'erreur de l'arc Moro, c'est-à-dire d'être beaucoup trop long dans la durée. L'arc Moro était sympa en soi, c'est vrai qu'il a de gros défauts que l'on peut facilement pointer du doigt, mais un des défauts majeurs, ou en tout cas un défaut qui fait que les autres défauts resplendissait encore plus malheureusement, c'était le fait que l'arc traînait trop en longueur. Il n'y avait pas assez de contenu par rapport au nombre de chapitres. Si l'arc Moro était plus condensé, ses défauts auraient pu être un petit peu plus étouffés et l'arc aurait été nettement plus digeste. D'ailleurs, je pense que l'arc Moro sera meilleur en relecture au niveau des tomes, clairement des bouquins en physique. Je pense que ça passera beaucoup mieux que étalé sur 2 ans de prépublication avec un chapitre par mois. Enfin bref, parlons de l'arc Granola qui débute pleinement. Et en parlant de pleinement, il y a quelque chose d'autre, ou plutôt quelqu'un d'autre qui est pleinement inclus dans la conception du scénario de cet arc-là, c'est Akira Toriyama lui-même. D'ailleurs c'est drôle, parce qu'aussi bien en France que ailleurs, côté USA, etc., il y a beaucoup de monde qui s'amusait à affirmer que Akira Toriyama ne touchait plus du tout à l'histoire de Dragon Ball Super, et qu'il allait d'ailleurs prochainement lâcher le bébé Dragon Ball Super à Toyotarou qui allait le gérer tout seul. Eh bien comme quoi, actuellement, c'est clairement tout l'inverse. Je ne dis bien sûr pas que ça n'arrivera pas, et je pense que Toyotarou est probablement voué à reprendre l'histoire, mais je pense aussi une autre chose, c'est qu'il est bien trop tôt pour cela. Akira Toriyama a toujours été inclus sur Dragon Ball Super, plus ou moins selon les arcs, et pour Granola, il est de retour de plus belle à la plume, au scénario, à l'écriture. Ça confirme également d'ailleurs une information que je vous avais rapportée depuis la Jump Festa 2019, en fin 2018, il y avait un message d'Akira Toriyama qui avait été diffusé, dans lequel il nous disait qu'il était en train de travailler sur une toute nouvelle histoire en termes d'écriture, que clairement il se plongeait là-dessus. Et puis on n'a pas une nouvelle, au point même qu'on a commencé à se demander si ce n'était pas le jeu Kakarot ou quelque chose comme ça. Eh bien nous avons la réponse, c'est une histoire écrite, Granola, et réfléchie de longue date. Cette histoire commence tout juste à s'épanouir dans le chapitre 68, et ce chapitre 68, en plus d'être qualitatif, il est extrêmement vaste et ouvre énormément de portes de réflexion pour chacun d'entre nous, et donc la review qui va suivre aujourd'hui sera réellement centrée sur des éléments que j'ai moins abordés par exemple lors des vidéos et du live de la semaine dernière, et permettra aussi, je l'espère, de tremplin pour de prochaines vidéos que je vous prépare qui seront nettement plus spécialisées et centrées sur divers sujets en fait, concernant par exemple l'évolution de Granola, Vegeta, Goku et bien d'autres thématiques assez spécifiques. Ces vidéos verront le jour, je l'espère de tout cœur, durant le mois à venir, c'est-à-dire d'ici la sortie du chapitre numéro 69 de Dragon Ball Super, qui est prévu pour le 19 février à venir. Avant de se parler du chapitre numéro 69, parlons-nous tout de même du 68, et celui-ci s'ouvre avec le flashback de Granola, que nous pouvons quand même tout de même mieux apprécier dans sa version finalisée que la version brouillon que je vous avais déjà présentée il y a quelques jours. Et j'aimerais déjà vous faire remarquer un truc assez insolite, c'est que dès la première page, nous y constatons que l'invasion plutôt sur Céréales, la planète d'origine de Granola, est totalement terminée. L'extrême majorité des Céréaliens et Céréaliennes ont été exterminés, et les vaisseaux de l'armée de Freezer, après que les Saiyans aient fait le sale job, semblent venir afin de réaliser l'inspection des travaux finis, en tout cas c'est ce qu'il me semble, et on peut y apercevoir à la sortie du vaisseau mère de Freezer un personnage muni d'une cape, un personnage qui est plus large qu'un autre, et ce sont clairement Zarbon et Dodoria. Au-delà de ce peut-être petit easter egg, quoique je trouve que voir Zarbon et Dodoria ici me fait penser que nous aurons une version beaucoup plus longue, ou en tout cas une version complète de ce flashback, de ce rêve, de ce cauchemar que fait Granola, et ça sera en tout cas extrêmement intéressant de le voir de la sorte et de le voir complet, parce que je pense que certaines images ne sont pas mises dans le bon ordre. Je pense également qu'on essaie de nous mener un tout petit peu en bateau, et en parlant de ça, il y a eu un tweet très intéressant de la part de Kaiwai qui était avec nous dans le live dernier. Dans ce tweet, il nous a fait remarquer que les Céréaliens qui sont au sol, qui sont morts, portent un pantalon, donc les hommes, on va dire chez les Céréaliens, tandis que les femmes céréaliennes, elles portent toutes un short. C'est une sorte de code vestimentaire chez ce peuple-là. Alors c'est assez binaire, on est bien d'accord, mais au moins ça nous permet de constater quelque chose. C'est que dans ce cauchemar, le personnage qui court et qui va se réfugier dans un bâtiment, dans lequel un Ozaru avec une cicatrice va apparaître, ce personnage est vêtu d'un short.
Et donc, ce n'est probablement pas Granola qui courait, c'était un personnage féminin. Ce tweet de la part de Kaiwa, cette remarque très intéressante, me fait alors penser que la personne qui court n'est sûrement pas Granola et qu'il est probable que ça soit Hotmeal. Et que Hotmeal soit très proche de Granola, encore plus qu'on ne le pense, qu'elle soit pourquoi pas sa maman décédée, qu'elle soit sa nourrice, sa grande sœur, quelqu'un d'assez proche et d'assez maternel par rapport à lui, et ce personnage décédé serait devenu une sorte d'intelligence artificielle. C'est vrai qu'on le suspecte à peu près tous, mais on ne savait pas où et comment cette intelligence artificielle avait pu être formée. Et ça rappellerait un petit peu l'entité de Jarvis pour Tony Stark dans le MCU, qui d'ailleurs fait écho à l'homme de main du père de Tony Stark. Donc un personnage du passé se répercute sous forme d'intelligence artificielle dans le présent, et en plus, pour aller dans le futur des chapitres 69, 70, 71 et suivants, on sait également que l'intelligence artificielle de Tony Stark a pu évoluer dans le monde réel en devenant à la fois Vision et Ultron, dans les films en tout cas. Donc pour Hotmeal, je ne sais pas si elle aura une apparition formelle physique et que l'IA va prendre forme, en admettant que c'est une IA, bien sûr il faudra le confirmer, mais autrement j'ai du mal à comprendre comment quelqu'un qui est sur la planète céréale pourrait télécommuniquer avec Granola de si loin, sans aucun délai, sans aucune latence, sachant que Hotmeal est capable de voir, pas que d'entendre ni de parler, est capable de voir ce que Granola voit. Ça serait vraiment étrange pour un personnage qui serait juste posté extrêmement loin, à 2 jours de voyage spatial, beaucoup plus loin dans l'espace. Ça me paraît vraiment anormal et tiré par les cheveux. Le côté intelligence artificielle semble se confirmer, et il est alors possible que durant ce flashback, c'était la maman ou un personnage similaire qui a été atteint du génocide céralien. Dans ce flashback, on y verra le saint géant, le Ozaru, portant une cicatrice sur sa joue gauche, et celui-ci nous rappelle tout de même Bardock du fait de cette cicatrice. Je pense aussi que lorsque nous aurons la version complète de ce flashback, dans lequel on verra peut-être plus en détail Freezer, certains Saiyans, pourquoi pas le roi Vegeta, Zarbon de Doria, et également qui est le personnage féminin qui court, nous devrions y avoir du relationnel avec Bardock, comprendre ce qu'il s'est passé. Est-ce que Bardock a tué la maman de Granola qui le tenait dans ses bras, et donc dans le flashback, on était en train de voir au travers des yeux du bébé ou de l'enfant Granola, c'est pour ça qu'il ne voyait que les genoux de sa propre mère, puis une tête de Ozaru qui le marque, mais qui le marquera et le traumatisera à vie, ou est-ce que Bardock, comme d'ailleurs Guinée le disait dans le film Dragon Ball Super Broly, elle disait que son mari était un Saiyan relativement atypique par rapport aux autres. Certes, il a participé à des batailles, à des génocides, à des guerres, il a énormément tué injustement et cruellement, mais malgré tout, dans l'ensemble, elle a toujours senti qu'il est un petit peu atypique, avec un cœur nettement plus pur que les autres, même si, malgré tout, ses actes ne le démontrent pas forcément. Est-ce que durant ce flashback-là, Bardock n'aurait pas épargné, justement, Granola et sa maman serait morte ensuite de cause naturelle, il l'aurait convertie ou reproduite sous forme d'intelligence artificielle, mais elle n'aurait pas été directement atteinte par les agissements de Bardock. En tout cas, c'est vrai que ça serait beau pour la symbolique, mais comme je l'évoquais dans une précédente vidéo, il se peut tout simplement que Bardock se soit fait attaquer par une autre faction céralienne qui restait, du coup il est parti au combat, et Granola et la personne qui l'assistait ont pu se mettre à l'abri. Voilà, ça peut se terminer comme ça et on n'en parle plus. En tout cas, je me pose beaucoup de questions par rapport à l'intégralité de ce flashback-là. Je me demande aussi, était-ce réellement Freezer ou le roi Cold à l'époque? C'est vrai que Granola insiste sur Freezer, mais si on en revient à l'époque de la maman de Granola, pourquoi alors n'était-ce pas le roi Cold qui était en fonction à cette époque? J'aimerais aussi une petite explication concernant la chronologie, peut-être qu'on nous dira en quel âge cela s'est passé, mais pour revenir et se recentrer sur Granola lui-même, comme le disait d'ailleurs Darkos dans sa récente review, la haine de Granola sera assez dévorante, voire même très dévorante en fait, et on le voit tout simplement à la tête de fou qu'il tape un peu plus tard dans le chapitre, lorsqu'il apprend que Freezer est en vie, lorsque Elec du groupe des Eaters fait exprès de le lui révéler. On ressent cette folie à la Zamasu, on ressent cette folie dont Itachi a voulu faire croire à Sasuke dans Naruto Shippuden à un certain moment, alors qu'il était juste malade mais d'autres choses. Je pense que Granola, dans le fond, est un personnage qui pourrait être récupérable. Je veux dire dans le sens, même s'il a une propension à devenir maléfique de par sa soif de vengeance, je pense malgré tout que c'est un bon personnage. On le voit à la manière dont il est dépeint et écrit ici. Si Goku, Vegeta et les autres n'étaient pas des personnages connus de l'œuvre, si on découvrait aujourd'hui Dragon Ball, Granola pourrait être tout à fait le héros. Granola a l'étoffe d'un héros de shonen, ou de héros de RPG, comme les Chrono Trigger, comme Dragon Quest et tout ça. Sauf que là, on le met en opposition avec la team de héros qu'on connaît de manière historique, et dans cette opposition-là, il y a aussi des oppositions en termes de conditions de vie. Certes, Granola connaît le même génocide que celui des Saiyans, mais ensuite la vie qui en a découlé n'est pas du tout la même. Il a vécu de manière totalement solitaire, simplement probablement accompagné d'une intelligence artificielle, c'est mieux que rien me direz-vous, mais ce n'est pas très vivant, tandis que Goku et Vegeta, ils ont pu trouver refuge sur Terre dans l'atmosphère terrestre, et Akira Toriyama nous révélait récemment que celle-ci est très bénéfique pour les Saiyans, notamment pour les adoucir,
avec une famille à leur côté, des amis. Le fait d'avoir côtoyé Freezer sous tous ses angles, en long, en large et en travers, jusqu'au tournoi du pouvoir, a collaboré avec Freezer pour la survie de l'univers. Granola n'a absolument pas connu cela, et a pour seul repère le fait que Freezer a détruit son peuple et probablement même ses parents directement. Et je pense alors que le point de vue qui va nourrir la haine de Granola, parce que c'est un personnage auquel on risque réellement de s'attacher, ce Granola, eh bien risque de le faire périr à la fin de l'arc en tant que martyr pour sa cause vengeresse, et cette vengeance serait en plus en décalage. Je pense que vous l'avez déjà senti, le décalage. Granola pense que les Saiyans ont été détruits par une météorite, il pense que Freezer est mort et il apprend qu'il est revenu, il est resté bloqué il y a très longtemps dans le passé. Et je pense que la vengeance de Granola va donc se baser sur un point de vue qui n'est pas le meilleur du tout, qui n'est pas optimal, ça c'est clair, de par ses conditions de vie, mais également sur un niveau de connaissance du contexte actuel qui est totalement arriéré, qui est totalement dépassé. Il se réfère à une époque où les Saiyans étaient soumis à Freezer, les Saiyans étaient de toute façon maléfiques de base, conquérants et sanguinaires, mais aujourd'hui ils ne sont plus du tout, mais vraiment plus du tout une menace, et ils sont extrêmement peu nombreux, et à la limite, seul Freezer, oui c'est vrai, devrait et mériterait encore actuellement, parce qu'on l'a vu à la fin du film d'Épès Broly, il continue d'envahir des planètes et de génocider. Lui c'est vrai qu'il mériterait de subir le courroux et la vengeance de Granola, mais pas plus. Donc je pense que la haine de Granola risque de devenir irréversible et incontrôlable tout simplement, jusqu'à même déborder sur d'autres peuples mortels, pourquoi pas d'autres univers s'il devient si puissant que le poisson oracle semble nous l'annoncer. Concernant l'œil de Granola, c'est un œil qui ne semble pas être, d'après ce qui nous a été dit au travers du chapitre 68 et au travers de l'interview de Toyotaro que je vous ai déjà présenté sur la chaîne, qui ne semble pas être une blessure ni un handicap, mais un acquis de naissance chez tous les céréaliens. D'ailleurs, Hotmeal nous fait comprendre que la précision de Granola excelle chez les céréaliens, et d'ailleurs vous avez remarqué qu'il y a un côté très apaisant, très protecteur, très maternel chez Hotmeal. Pour revenir vite fait sur ça, elle lui demande souvent de se calmer par rapport aux Saiyans, d'éviter de sombrer dans la vengeance, elle lui dit de dormir, de se reposer quand il va voyager à travers de l'espace, et elle le félicite aussi pas mal selon ses actions, même lorsque Granola rate l'une de ses cibles. Donc ce côté maternel revient encore une fois sur le devant de la scène. En tout cas, cet œil de Granola, qui apparaît presque comme un œil aveugle, mais on sent qu'il y a une petite trame qui a été mise sur la page de manga en noir et blanc, il permet clairement d'avoir une vision accrue, de faciliter les capacités pour le moment de sniper de Granola, et c'est vrai que l'on se demande comment ils ont perdu face aux Saiyans à l'époque avec de telles capacités, mais en même temps je me dis que faire quelques tirs de sniper bien placés, même s'ils sont extrêmement précis, ne doivent pas faire grand chose aux singes géants et à la menace écrasante qu'ils représentaient à l'époque. Une autre chose avant de se parler du groupe des Eaters dans Dragon Ball Super chapitre 68, c'est aussi le fait que la planète céréale est toujours là, ça a été clairement mentionné dans le chapitre, elle est toujours présente, elle existe toujours. Donc la planète n'a pas été détruite par les Saiyans, et d'ailleurs les Saiyans n'ont jamais détruit de planète en soi, ils les colonisaient, ils les rasaient, ensuite soit ils les utilisaient pour eux, et après ils ont été soumis à Freezer, donc ils le donnaient au roi Cold et à Freezer, mais on se rend compte du coup que Freezer n'a pas fait péter la planète, il n'en a pas fait un gros feu d'artifice, donc je me dis que si la planète est toujours là, elle est probablement très peu, voire pas habitée, ou alors habitée par d'autres espèces qui sont venues la coloniser, qui y ont trouvé refuge, et ça pourrait ressembler à certaines planètes dans Star Wars sur lesquelles il y a des commerces un peu chelous et tout ça qui s'y passe, avec divers peuples, pas un peuple unique et homogénéisé. Au final, la céréale actuelle serait soit un grand désert qui accueillerait uniquement Granola et Hotmeal, ou alors un lieu de passage, un lieu de commerce, un lieu de business un petit peu salace dans l'univers, un truc comme ça. Voilà, je vois vraiment l'une des deux options, et la deuxième me semble un petit peu plus appropriée pour créer un petit peu de lore sympa autour de Dragon Ball Super, et de développer le côté space opéra à la Star Wars. Mais en tout cas, cette planète est toujours là, je pense qu'il y a forcément des informations qui s'y trouvent, certains vestiges, certaines données, et je me dis que si la planète est toujours là, c'est soit parce que Freezer n'a pas eu le temps de la péter, ou alors parce qu'il y avait quelque chose de tellement important aux yeux de l'armée de Freezer, une ressource, un matériau, l'apprentissage d'une technique particulière, un rituel qui sait, un peu comme chez les Saiyans, qui aurait pu permettre à Freezer d'évoluer vers quelque chose de nouveau. On sait que Freezer colonisait pour étendre son empire, mais il colonisait pas bêtement. Il faisait pas uniquement dans la quantité et le nombre, il faisait aussi dans les planètes qui avaient une réelle valeur, un potentiel, qui soit apparent ou un potentiel caché. Ça peut être alors de la nature d'une information, d'une richesse naturelle, et encore que les richesses naturelles, Freezer s'en fout un petit peu, parce que la Terre n'était pas réellement prévue dans ses plans de base, mais on sait que Freezer avait prévu d'envahir Yardra, et sur Yardra, il y a des tas et des tas de belles techniques que l'on peut y apprendre. Ça intéresse plus Freezer, donc je pense que sur Céréales, il y avait tout de même quelque chose qui intéressait Freezer, et cela pourrait nous être révélé par la suite. En attendant, avant de parler de Freezer, il y a un peu les opposés de manière étymologique qui sont les Eaters, car Freezer fait référence au froid, au frigo, au réfrigérateur, et le groupe des frères et sœurs annoncés de Eaters font donc référence à la chaleur, au fait de réchauffer. Ils sont donc en opposition avec Freezer
de par leur propre nom, et Elec a révélé dans le chapitre qu'il n'était pas très friand du personnage de Freezer non plus, et que son retour ne l'arrangeait pas particulièrement. Alors il n'y a pas masse de trucs à se dire concernant ces Eaters, mais en tout cas, Elec, je me demande si c'est lui réellement le chef de ce groupe ou s'il y a encore quelqu'un au-dessus, ça serait quand même plus intéressant, ou alors ça sera tout simplement Elec ou Gas, son subordonné le plus puissant qui vont évoluer. On se demande aussi beaucoup de choses pour Gas, comment fait-il pour être si puissant? En parlant de puissance, quel est son niveau? Parce que mettre 2-3 claques à Granola c'est bien beau, mais le niveau de Granola ne nous paraît pas si excellent que ça. Que vaut Gas alors? Est-il du niveau de Goku SSJ1 sur Namek, de Majin Vegeta en son époque, de Goku SSJ3 dans Dragon Ball Super, ou est-il à un niveau encore plus surprenant? Mais en tout cas, je pense que ce personnage-là doit se situer vers un SSJ2 grand max et un SSJ3 époque DBZ, c'est ce que je dirais vis-à-vis de l'anime. Mais en tout cas, les haters soulèvent des questions un peu plus profondes que cela, comme par exemple, que recèle en lui le personnage de 7-3? Car il est évident à mes yeux que Elec n'a pas récupéré 7-3 dans le but d'en extraire Merus, Moro ou Vegeta qui pourraient être copiés. En tout cas, ça pourra devenir un objectif, mais je n'ai pas l'impression que Elec est au courant de ça. Il a ramené 7-3 vers lui, il l'a dit d'ailleurs, tout simplement pour soutirer des informations à l'intérieur de lui. Il a même demandé à l'un de ses sbires de démarrer les analyses, donc il ne sait pas réellement ce qu'il va y trouver. La seule chose dont Elec semble être au courant par rapport à 7-3, c'est qu'il y aura une information ou une donnée à l'intérieur de lui qui lui permettra de se diriger vers Zuno. Zuno, l'omniscient, qui a déjà eu plusieurs fois son rôle dans l'œuvre Dragon Ball Super. Le personnage qui sait tout et qui a réponse à tout. Donc je pense que pour le moment, Elec est assez opportuniste. Il n'est pas au courant pour le fait que 7-3 s'est battu sur Terre, qu'il a recopié un ange et compagnie. Il le fait en parallèle analyser et extraire toutes ces données afin de savoir ce qu'il peut cacher et quelles petites surprises, donc des opportunités qu'il pourrait exploiter. Et 3, il a quand même un objectif précis, celui d'obtenir l'information de la part de 7-3 qui le mènera chez Zuno. Je pense que ça s'en arrête là concernant Elec. Bien sûr, s'il découvre qu'à l'intérieur il y a Merus, ça va clairement évoluer. Il y a aussi une autre question par rapport à laquelle il faudrait pas trop passer à côté. Lors du chapitre 67, le sbire de Goichi, donc le propriétaire de 7-3, lui a affirmé que toutes les informations, toutes les données de 7-3 ont été copiées dans tous les autres modèles, les 7-2, les 7-1 et j'en passe. Dans ce cas-là, ces corps inertes qui ont été un petit peu éclatés par Granola sont censés contenir les mêmes informations que 7-3. Alors bien sûr, le cristal, le joyau en plein milieu du front a été pété par Granola, ce qui signifie sûrement la mort complète et totale et la destruction des données de ces personnages, mais étant donné qu'on nous parle de 7-3 comme d'un espèce d'ordinateur vivant, on pourrait se dire qu'il y aurait aussi moyen de ramener d'une manière ou d'une autre ces copies de 7-3 à l'intérieur desquelles ont été copiées les données de 7-3 pour pouvoir en retirer les mêmes informations, dans le sens où si 7-3 reste la propriété exclusive de Elec, Granola pourrait peut-être se diriger au repère de Goichi et prendre une des copies afin d'en extraire exactement la même chose. C'est une hypothèse peu probable, mais je pense qu'elle peut quand même subsister. On se rappellera par exemple de la main coupée de Moro qui contenait Merus. C'est vrai qu'on l'avait plutôt mis de côté comme opportunité, et c'est revenu à la fin de l'arc Moro. Et c'est comme ça que Moro a évolué vers sa forme définitive, finale, et la plus puissante du moins durant un certain moment. En tout cas, pour reparler du cas de 7-3 directement dans ce chapitre-là, quelque chose de plus direct et concret, et de Zuno, je pense que Zuno pourra alors guider tout ce beau monde, que ce soit Granola, les Eaters et compagnie, vers un dragon, que ça soit Porunga, celui de la Terre Shenron, ou que ça soit Super Shenron, et même Super Shenron serait un peu plus facile à invoquer grâce à 7-3 s'il contient toujours Merus, car Merus est capable de parler le langage divin qui permet d'invoquer Super Shenron, et 7-3 pourrait aussi en ce sens être utile, vis-à-vis du fait d'exaucer un vœu auprès du dragon les plus suprêmes en termes de réalisation de vœux dans l'œuvre Dragon Ball et Dragon Ball Super. Mais entre temps, d'ici à ce que Elec rencontre Zuno, je pense que Granola va aussi s'entraîner, va aussi progresser. D'ailleurs, il a été mis l'emphase sur le fait que Granola était un personnage qui progressait relativement vite, au point même que Elec se demandait s'il n'allait pas rapidement dépasser Gas. Pourtant, Gas, il a mis une raclée à Granola. Ça veut dire clairement que ce personnage-là a un gros potentiel. Est-ce le potentiel des céréaliens? Ou est-ce que Granola nous cache quelque chose? On l'a vu à la fin avec sa pose. Lorsqu'il tire en mode sniping, ça ressemblait beaucoup au Final Impact de Majin Vegeta. Pour le moment, je pense que c'est une sorte de coïncidence, voire même d'inspiration sur la pose. Je ne pense pas que ça ait de lien, pour le moment dans l'immédiat, entre Granola et Vegeta. Je sais qu'il y a des théories qui tournent beaucoup, surtout aux États-Unis, concernant le fait que Granola pourrait être le fils caché avec une céréalienne du roi Vegeta, par exemple, il serait le demi-frère de Vegeta, quelque chose comme ça. Pour le moment, ça paraît un petit peu tiré par les cheveux. On garde ça quand même sous légère surveillance, on en reparlera le moment venu. Mais en tout cas, ce qu'on en comprend, c'est que Granola a un très gros potentiel, pouvant même dépasser Gas, inquiéter Elec, et je pense qu'il va le mettre à profit rapidement, s'entraîner entre temps, le temps que Elec tire des infos de 7-3, qu'il aille chez Zuno, ça va demander du temps,
et je pense que Granola va faire en sorte de doubler Elec dans cette quête. C'est-à-dire que si Elec a un plan fou, par exemple, qui est d'utiliser 7-3 pour qu'il mette sa main sur la nuque de Zuno et que 7-3 devienne un Zuno l'omniscient bis, comme ça il aura toutes les infos sans avoir à jouer les devinettes avec Zuno, sans avoir à le menacer comme Zamasu l'a fait, eh bien Granola pourra suivre le groupe de Hitters dans l'espace et les suivre de loin, aller jusqu'à chez Zuno avec eux, et grâce à sa puissance pouvoir les doubler et emporter par exemple 7-3 avec lui pour l'exploiter à sa sauce. D'ailleurs, je vous ferai remarquer que dans le chapitre, Elec a révélé à peu près 70% de son plan et l'importance de 7-3 de vive voix à Granola. Pourtant, on le sait bien, lorsque l'on embauche un transporteur pour des affaires un peu louches, le transporteur ne doit pas savoir le contenu du transport ni l'objet de ce dernier, donc c'est étrange de lui avoir révélé. En restant dans cette perspective-là, où ça serait quand même Granola qui prendrait le dessus sur le groupe de Elec et des Hitters, ça reste quand même l'arc de Granola, on est bien d'accord, pas Hitters et les survivants, eh bien, il y a quand même un gros problème. C'est que si tu as 7-3 avec toi, alors oui, tu peux l'exploiter, lui donner l'ordre, par exemple, de parler à Super Shenron en langage divin, donc ça c'est quand même assez ouf, mais de l'autre côté, les pouvoirs, par exemple, de Merus, de Vegeta ou de Moro et autres, qui sont dedans 7-3, ben pour le moment on ne peut pas les extraire, on ne peut pas se les attribuer. Granola, il graille pas des petits robots au petit-déj comme Moro le faisait. Donc comment est-ce que l'on peut récupérer ce qui est si proche à l'intérieur de 7-3, mais en même temps si éloigné, de par le fait qu'on ne peut pas l'ingérer comme Moro pouvait le faire. En tout cas, le groupe de Hitters, je pense qu'il devrait jouer un rôle jusqu'à mi-chemin dans l'arc Granola le survivant, pour se faire doubler par ce dernier, et aussi, ce groupe aura forcément un rôle à jouer contre Freezer. Freezer, le frigo, de par son nom, et les Hitters qui sont liés à la chaleur, ça serait réellement bizarre et même anormal qu'il n'y ait pas d'opposition entre les deux. Il serait même drôle, on en parlait durant le live, de voir une sorte de canonisation à la sauce Dragon Ball Super de couleur, en tant que très paradoxal chef ou création de la part des Hitters, afin de venir à bout de Freezer. Ce même personnage de Freezer, parlons-en rapidement avant de se parler de Goku et Vegeta, la mort de Freezer va-t-elle arriver dans cet arc-là? Et c'est bien probable, j'ai envie de vous dire, Sucre nous en parlait durant le live la semaine dernière, et j'ai envie de dire que c'est fort possible, et c'est même fort logique. Freezer n'a plus de réelle grande utilité dans Dragon Ball Super, si ce n'est l'aspect commercial, marketing, un peu vendeur, un peu même mascotte de l'œuvre aux côtés de Goku Vegeta. Il y a un méchant mascotte, c'est Freezer. Il a servi à moitié dans l'arc Broly, finalement il a servi de transporteur à Broly, mais bon, ça s'arrêtait là, et il est devenu un personnage tristement voué à l'humour, et non plus réellement au service du mal qu'il incarnait autrefois. Alors je pense que durant le temps de l'arc Granola, on pourrait lui rendre réellement sa superbe et lui apporter une fin définitive dans cet arc qui, je pense, ne serait pas de refus. Au-delà de ça, j'ai envie aussi de vous dire qu'il peut y avoir des prolongations à Freezer, rien ne lui empêche de se créer une progéniture entre-temps, ou en tout cas de s'être créé une progéniture. Du temps à passer entre l'arc Broly et l'arc Moro, il peut l'avoir fait. D'après les infos que l'on a actuellement de Akira Toriyama, le roi Cold aurait très probablement créé Freezer tout seul, sans avoir besoin ni recours d'une mère. Alors pourquoi est-ce que Freezer ne le pourrait pas à son tour? En tout cas, il est très préliminaire pour se parler de Freezer dès lors, mais on peut se parler avec plus de détails de Goku et de Vegeta. Goku qui s'entraîne avec Whis, Vegeta qui s'entraîne avec Beerus, le Akaishin de l'univers 7, ou du moins qui va démarrer son entraînement. Et concernant Goku, je me pose déjà une première question. Va-t-on avoir encore de nouvelles transformations, changement de couleur, changement d'apparence? Va-t-on avoir droit encore à de nouvelles évolutions, de nouvelles transformations physiques de la part de Goku? Parce que oui, l'Ultra Instinct est une technique, mais elle le transforme physiquement. Ou alors va-t-on avoir de simples évolutions de l'Ultra Instinct sans que ça ne le change réellement physiquement? Si vous voulez mon avis, je pense qu'on se tourne plutôt vers un apport de nouvelles techniques en fait qui seraient liées à cette évolution de l'Ultra Instinct, comme on a vu avec le Colosse de Ki à la fin de l'arc Moro, comme on le voit avec les clones quand il essaye d'imiter Whis, et lorsque Goku va apprendre à se connaître lui-même au lieu d'imiter les autres, notamment Whis, il va développer de nouvelles techniques ou réexploiter d'anciennes techniques qu'il utilisait par exemple lors de son enfance, comme nous en parlait Kaiwai durant le live. J'apprécie aussi beaucoup l'amplitude qui est accordée au nouveau pouvoir de Son Goku, c'est-à-dire qu'il vient de réaliser quelque chose et Whis nous fait comprendre, comme il le disait lors d'un ancien épisode de Dragon Ball Super dans l'anime, que c'est un tout nouveau monde qui s'ouvre à lui, et que ce qu'il vient de faire, ça avait l'air si énorme, et ce n'est en fait que pas grand chose si ce n'est presque rien, par rapport à tout ce qu'il lui reste à faire. Les propos de Whis nous montrent que l'histoire de Dragon Ball Super peut encore beaucoup évoluer si Goku et Vegeta et tout le reste ont tous ces paliers qu'ils peuvent atteindre. Par exemple pour Goku, il n'a pas encore le niveau de perfection ni de précision en Ultra Instinct de Merus, encore moins celui de Whis, et celui du Daishinkan n'est même pas à portée de vue. Malgré tout, même si le chemin reste très long, on notera que Whis a pris Goku beaucoup plus au sérieux que d'habitude en utilisant une vraie pose de combat face à lui lors de l'entraînement et en répliquant avec de vrais coups et non des petites poussées
pour se moquer de lui ou de simples esquives. Ça nous permet de faire un constat réel. Oui, Goku s'est élevé en termes de pouvoir, c'est évident, mais il reste, et on le voit du premier coup d'œil, extrêmement loin de Whis, et à mon sens, ne l'atteindra probablement pas à la fin de l'arc. Le niveau de Mérus n'est d'ailleurs toujours pas atteint, et je trouve ça plutôt réjouissant, et même Goku s'en réjouit beaucoup. Alors ensuite, on se pose aussi la question, Son Goku va-t-il recevoir ou atteindre un poste, la fonction d'ange? Si vous voulez ma réponse qui n'engage bien sûr que moi, je pense que non. Son Goku, depuis très longtemps, depuis presque les débuts de Dragon Ball, en tout cas depuis qu'il a l'âge adulte, refuse les postes de divinité depuis même que Kami, dieu de la terre, le lui propose. Et d'autres personnages sont venus entre temps, jusqu'à même Whis, qui lui proposait de devenir le nouvel Akaishin. Sans compter le fait qu'un ange est un ange réellement purement par naissance, et ce n'est pas un mortel qui atteint le rôle. Par contre, je pense qu'avoir des petits easter eggs, des petits trucs sympas et insolites, comme dans Super Dragon Ball Heroes avec Goku qui arbore les vêtements d'ange, sans réellement en être un bien sûr, comme par exemple pourquoi pas pouvoir invoquer une sorte de canne d'ange pour pouvoir se battre avec et avoir quelques pouvoirs sympas. Ça, je pense réellement que c'est faisable. Ça serait un petit peu comme lorsqu'ils ont eu le logo de la patrouille galactique, mais on peut pas forcément non plus dire que Goku et Vegeta sont des patrouilles galactiques invétérés et à durée indéterminée. Ça s'est arrêté après l'arc, c'était vraiment pour appuyer un certain contexte. Donc je pense que comme ça peut se faire, mais vraiment avoir la fonction à temps plein, non, je ne le vois pas. Autre question qu'on peut se poser concernant Goku, c'est aussi est-ce que le Goku aux cheveux noirs du 28e tournoi des arts martiaux de la fin de Dragon Ball et de DBZ est en ultra instinct constant, donc il aurait été en ultra instinct par exemple face à Oob, comme il est mentionné le fait que Whis et les anges de manière générale sont en ultra instinct de manière continuelle, ils ne l'activent pas, ils l'ont toujours. Alors je vous dirais que non, et ce principalement pour deux raisons. Et le fait que Goku se prenne des coups de la part de Oob n'est pas une raison selon moi, car il se rabaissait énormément pour tester ce que valait Oob, ça n'entre pas en jeu. Mais la première chose, c'est que les anges sont nés en tant qu'anges, donc l'ultra instinct est inné, et eux, ils doivent juste le perfectionner. Tandis que Goku n'a pas cette base génétique d'ange, et donc avoir un ultra instinct qui est là tout le temps, sous sa forme de base aux cheveux noirs, ne me semble pas si aisé que ça. Ce n'est pas comme le Super Saiyan. Le Super Saiyan est une habilité de Saiyan, et Goku l'est par nature. Maintenir l'ultra instinct constamment sous sa forme cheveux noirs me semble être un petit peu comme demander à Krillin de débloquer le Super Saiyan et une fois qu'il aura fait l'exploit, en plus de pouvoir le garder et le maintenir tout le temps. Ça me semble un petit peu incompatible. Et deuxième chose, et elle est peut-être plus importante malheureusement, c'est que ce n'est pas vendeur du tout. Si Goku a tout le temps les cheveux noirs, qu'il n'y a plus de transformation, il n'y a plus de forme, il n'y a même plus l'ultra instinct, bah au final ça sera toujours le même Son Goku qui sera vendu dans les figurines, les cartes, les peluches, les produits dérivés. Donc à moins que Son Goku puisse mixer ses anciennes transformations du SCJ 1 jusqu'au SCJ Blue avec l'Ultra Instinct, et en y ajoutant l'astuce que être en Ultra Instinct constant viendrait apporter un look 2.0 remanié pour chaque transformation, le SCJ 1, le 2, le 3 ne serait plus exactement pareil qu'avant, c'est-à-dire les yeux, les cheveux et l'aura, étant donné que c'est mixé à l'Ultra Instinct qui est acquis de base, changerait pour chaque forme. Là ça redeviendrait vendeur bien sûr, mais sinon je ne vois pas réellement comment il pourrait s'en sortir avec un Son Goku qui est tout le temps en ultra instinct comme chez les anges, si ce n'est pourquoi pas sur les derniers instants de Dragon Ball Super. Quand il n'y aura plus rien à vendre, ben là on pourra ouvrir les vannes sur ce plan-là. Concernant le cas de Vegeta et de Beerus, alors oui, un apprentissage, un entraînement va se lancer, des plus atypiques d'ailleurs. Beerus refuse d'apprendre à Vegeta, mais il va se dégourdir les jambes, se maintenir en forme, et Vegeta a le droit de venir regarder et de piocher, de voler égoïstement à l'intérieur des techniques de Beerus qu'il va lui montrer, à condition bien sûr que Vegeta arrive à les mémoriser et à les reproduire. Mais en tout cas, Beerus ne semble pas réellement enclin à lui donner des informations, des astuces, ni ne serait-ce même une méthodologie pour y parvenir. Donc Vegeta va vraiment galérer, je le sens, par rapport à ces techniques-là, sauf si Beerus fait un petit peu preuve de cœur, mais ça m'étonnerait beaucoup. En tout cas, ce que l'on comprend et l'on apprend ici, c'est que Beerus en a beaucoup plus sur le pied qu'on ne le pensait. En tout cas, que certains ne le pensaient, parce que si vous avez vu ma vidéo, et je vous en remercie, vous avez été très nombreux à la visionner, sur le fait que Beerus nous en cachait beaucoup plus qu'on ne le pense, sur le fait qu'il ne faille pas sous-estimer Beerus, c'était un sujet récent sur ma chaîne YouTube, il y a peut-être un mois en arrière je suppose, quelque chose comme ça, et bien mon ressenti par rapport à Beerus se confirme ici, car en plus de posséder les présages de l'Ultra Instinct sans être un ange, il maîtrise le Hakai, il a sa puissance énormissime qu'on lui connaît, mais il vient de nous dire que les dieux de la destruction ont des sortes de techniques secrètes dont eux-mêmes sont des experts. Les anges sont experts de l'Ultra Instinct, les Akaishin ne le sont pas, même si Beerus le maîtrise partiellement, mais en plus de ça, il a ses propres techniques qui sont extrêmement puissantes et qui pourraient, selon Beerus, même mettre Vegeta au même niveau que Son Goku s'il venait à les apprendre. Donc ce n'est clairement pas rien et ça nous montre que Beerus en avait énormément, vraiment encore énormément sous le pied, le rendant bien plus féroce et dangereux au combat.
Et en fait, on a déjà un petit indice sur ce vers quoi Vegeta se tourne en termes de technique et d'évolution, car Beerus nous dit que les anges et leur ultra instinct sont très calmes, et on l'a vu, avec Goku par exemple lorsqu'il l'a maîtrisé, devant faire le calme dans son cœur de manière forcée face à la supposée disparition de Beerus sous ses propres yeux. Choc émotionnel auquel Goku a dû résister, et Beerus a clairement dit que l'ultra instinct et ce calme-là ne convient absolument pas aux Akaishin, mettant donc en avant le fait que les Akaishin, dont Beerus, sont des personnages beaucoup plus sanguins, beaucoup plus agités, voire même énervés, un petit peu excités de manière générale, et dans leur manière de se battre. Donc Vegeta devrait obtenir un mode de combat, des techniques, voire une transformation qui se tournerait vers un mode plutôt bestial, assez violent, ce qui ressemble tout de même beaucoup plus à l'historique du personnage, mais vient un tout petit peu, je trouve, aussi casser son développement personnel récent, qui tendait à rendre Vegeta plus calme, avec le contrôle de son esprit, et même l'évolution générale de Vegeta. Le Vegeta qui a débarqué sur Terre pour la coloniser, ou le Vegeta qui a sauvé la nouvelle Namek car elle était en train de se faire dévaster par Moro, c'est clairement un Vegeta beaucoup plus mûr, mature et beaucoup plus calme que le Vegeta assez juvénile. Mais bon, c'est vrai que voir un Vegeta se battre de manière bestiale, ça reste quand même assez classe et plutôt dans l'aura du personnage, on va pas dire non là-dessus. En tout cas, à ce jour, je ne crois pas spécifiquement au mode Akaishin, vous savez, celui que Toppo avait dans l'anime, avec les logos de son univers qui apparaissaient, un changement de musculature, etc. Parce que même si ça n'était que dans l'anime, il est vrai que Toriyama et Toyotaro pourraient tout à fait l'adapter au manga, cela ne coûte rien à faire. Mais sur ce point-là, je suis plutôt d'accord avec certains tweets qu'a fait Helios sur sa page Twitter, donc dans lesquels il disait que ça serait totalement contraire avec Vegeta et l'évolution qui a été apportée à ce personnage-là dans l'anime, car Toppo devenait un nouveau personnage, devenait un autre Toppo, un Toppo qui n'était pas lui. Il rejetait tout ce qu'il était en tant que mortel pour devenir une coquille vide qui s'était nourrie des objectifs des dieux et en particulier de l'équilibre que l'Akaishin doit respecter pour manier et manœuvrer dans son univers. Tandis que Vegeta, lui, il avait vaincu Toppo en lui envoyant à la gueule que Vegeta, c'était le fier prince des Saiyans qui ne changerait pas, qui serait encore plus lui-même que jamais et qui s'affirmerait en tant que lui-même et jamais il ne rejetterait l'être qu'il est ni son évolution au profit d'un nouveau power-up soi-disant sous couvert de devenir un dieu. Donc en fait, c'est vrai que cette écriture de l'anime était très belle et j'ai du mal à comprendre pourquoi et vers où nous mènerait le manga s'il choisissait une direction différente pour Vegeta. Un Vegeta qui s'assume, un Vegeta qui est fier de lui-même, c'est du Vegeta pur et dur dans l'écriture et je ne verrai pas pourquoi on remanierait cela. Même si le personnage a évolué, ce point-là reste un pilier concernant son écriture. Alors enfin, pour conclure sur Goku et Vegeta, avant de conclure sur le chapitre tout court, il y a aussi une question. Et ça, c'est un abonné qui me l'a posé, je l'en remercie. Il m'a dit, mais Vegeta peut-il sincèrement rattraper Goku? Parce que là, on nous dit que Goku se lance vers l'évolution de sa technique d'Ultra Instinct, qui est donc une technique d'ange. Et Vegeta, la seule idée qu'il a pour le rattraper, c'est d'apprendre une technique de Akaishin. Sauf que le Akaishin est moins puissant que l'ange. Il est même dit que l'ange est l'entraîneur, une sorte de sensei pour le Akaishin, en fait, d'une certaine manière. Donc en soi, et par définition, Vegeta serait perdu. La technique qu'il apprend est inférieure par nature à celle que Goku apprend. Alors, la réponse que j'aurai à ça est un petit peu différente, ou du moins le point de vue. Je dirais déjà que Goku est le héros de l'œuvre Dragon Ball et Dragon Ball Super, et ça change pas. Et donc, en tant que tel, peu importe la technique qu'il apprend, si elle est terrienne ou je ne sais quoi, il restera supérieur au final à Vegeta, car Vegeta n'est pas le héros. Mais par contre, concernant le fait que l'Ultra Instinct appartient aux anges et que la technique de Beerus appartient aux Akaishin, il faut apporter un second niveau de lecture. La différence qu'il y a entre Beerus et Whis, c'est que Whis est un ange par naissance, par nature, tandis que Beerus, il était soit un Akaishin par nature, voire même, encore pire, un mortel par nature. Comme on le sait pour Vermo de l'univers 11, avant il était un Pride Troopers, un mortel, devenu Akaishin. Et il est très probable que Beerus l'était aussi. Donc en fait, par nature, il y a une grosse différence de niveau entre Whis et le dieu de la destruction. Ce n'est pas que leurs techniques qui sont différentes, mais entre Goku et Vegeta, les deux sont des Saiyans, les deux sont des mortels. Ils ont un potentiel génétiquement parlant qui est le même, ou en tout cas similaire. Les deux techniques qu'ils apprennent alors, peu importe qu'elles proviennent d'un ange, d'un Akaishin ou je ne sais quoi, pourraient réellement les mettre au même niveau. Bien sûr, si l'on exclut l'avantage qui est lié au fait que Goku soit le héros de l'œuvre au final. Donc enfin, en parlant de puissance, il y a aussi le cas du poisson oracle. On s'en parlera plus en détail prochainement, mais il nous a quand même prophétisé que le combattant le plus puissant, qui viendra même bouleverser l'ordre des puissances de l'univers 7, est en train de naître. C'est vrai qu'on se dirige tous vers Granola. Lorsque le trailer a été révélé, on pouvait penser aux Eaters, à Elec et tout ça. Bon là j'ai un peu plus de mal, je pense qu'ils vont se diriger vers cette voie-là, donc l'exploitation de Zuno, de 7-3 et tout, mais que Granola va les doubler, et donc lui deviendra le plus puissant, nourri par sa soif de vengeance, et il est vrai en plus que si l'on y réfléchit bien, Granola
si c'est réellement lui le personnage, le combattant le plus puissant de la prophétie du poisson oracle, si il arrive alors à acquérir et à exploiter ce qu'il a dans cette roi, c'est-à-dire l'ultra instinct de Merus, il faut aussi penser que Granola a son œil particulier. Et donc ça nous donnerait un personnage dont l'ultra instinct serait meilleur que celui de Goku, il a été dit que celui de Merus est meilleur que celui de Goku, et qui a en plus une vision lui permettant d'avoir un coup d'avance sur l'ultra instinct de Son Goku. Il verrait tous les coups de Son Goku arriver, et enverrait ses propres coups encore plus rapidement et plus puissamment que ceux de Kakaroto. Donc c'est vrai que ça serait intéressant sur ce plan-là, et ça nous donnerait au final un combattant qui va pas forcément bouleverser l'ordre des puissances chez tous les personnages, mais en tout cas qui bouleverserait probablement celui de Beerus, mais probablement pas celui de Whis. En tout cas, c'est ma perception des choses à ce jour. C'est vrai que ça serait un peu louche d'avoir un ennemi qui serait déjà plus puissant que Whis lui-même. Ça me paraît assez improbable et j'ai du mal à voir comment Goku pourrait atteindre un tel niveau. Si vous voulez mon avis, et peut-être que vous ne serez pas d'accord, mais en tout cas, exprimez-le avec respect, bien sûr, dans la zone commentaire. Je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, et ça changera peut-être bientôt, si on fait fusionner Goku et Vegeta, que l'on a un Gogeta ou un Végéto qui soit en ultra instinct avec les techniques Yardra, tout ce que vous voulez, tout le potentiel de Goku et Vegeta, je ne pense pas qu'ils arrivent à la cheville de Whis. Donc vraiment, je pense qu'il y a un gros chemin à faire, et si l'ennemi qui arrive est au-dessus de Whis, eh bien on se rapprochera, je pense, à très grands pas de la fin de DBS déjà, et je pense que ça serait un petit peu assez incohérent au niveau du nivellement, parce que là on tourne toujours autour du niveau de Beerus, on l'a peut-être même pas encore atteint d'ailleurs, vu ce que Beerus nous cache, et on voit que Beerus n'est pas du tout choqué, ni étonné, ni apeuré, ni même jaloux ou énervé par rapport à l'ultra instinct de Goku, ça en dit long sur Beerus, donc passer d'un niveau Beerus tier à un niveau supérieur à Whis, ça me paraît quand même assez anormal, donc terminer l'arc sur un niveau relativement égal à celui de Merus me semble beaucoup plus cohérent. Finalement, je reste alors sur la même lignée pour le moment. Concernant les autres ramifications de l'arc, je pense que Broly aura son rôle à jouer aussi. On le verra probablement plus tard, mais je pense qu'on va le voir dans cet arc-là. Granola en veut au Saiyan. Broly est un Saiyan, il est d'ailleurs extrêmement vendeur. Il est intéressant scénaristiquement. Broly et Granola, je trouve, ont des profils similaires, un peu martyrs de la vie d'une certaine manière, et surtout malgré eux, ils n'ont rien demandé à personne, mais on vient les faire chier tous les deux. Et il se pourrait que leur rencontre soit clairement éclatante, en espérant tout de même que Broly ne serve pas trop de faire valoir à la surpuissance de Granola, parce qu'on aurait un Broly qui se ferait peut-être latter par Granola pour nous montrer à quel point Granola est surpuissant. Je pense aussi que cet arc développera un peu plus, de par le rêve de Granola, le lore Saiyan autour du roi Vegeta peut-être, mais surtout de Bardock, de Guinée, peut-être même Paragus, si y a le roi Vegeta, Paragus peut y être en tant que commandant de ses armées, et je pense que Merus pourra être aussi utile à l'arc, d'une manière ou d'une autre, peut-être comme mentor spirituel de Goku. Si Whis cesse d'entraîner Goku, si Whis et Beerus sont convoqués chez le Daishinkan encore une fois, eh bien Goku pourrait aller demander de l'aide, non pas en termes d'entraînement technique et concret, mais en tout cas des conseils auprès de Merus, car je pense qu'il sait toujours comment manier l'Ultra Instinct, même s'il ne peut plus le faire. Le personnage de Oob, par contre, ne me semble pas être utile à cet arc-là, et je pense que lorsque l'on reverra Oob et qu'il sera développé à nouveau, ça sera surtout de manière assez proche du 28e tournoi des arts martiaux, avec sûrement beaucoup de phases de tranches de vie au sein de son village, de sa galère en fait, avec ses frères et sœurs, ses parents, le manque d'eau, de nourriture, qui nous montrerait clairement pourquoi il va au tournoi. On pourrait le voir s'entraîner pourquoi pas avec le roi Chappa, comme Toyotaro l'avait dessiné, pour ensuite le voir rencontrer et se battre vite fait contre Son Goku au tournoi, et on l'espère de tout cœur, eh bien, avoir la suite des histoires après le tournoi. L'entraînement de Oob par Goku, les nouvelles menaces, les évolutions de la Z-Team, la nouvelle génération qui se mettra en place. Mais en tout cas, avant de se projeter si loin, on va se projeter vers le prochain chapitre de Dragon Ball Super, le numéro 69 du 19 février 2021. D'ailleurs, il est programmé pour 16h. Nous en sommes alors arrivés au terme de ma mensuelle review concernant le manga Dragon Ball Super. Vient alors l'heure du fameux mot de passe pour ceux qui sont restés jusqu'au bout de la vidéo. On m'a proposé un petit truc sympa pour les prochaines fois, ça serait peut-être d'avoir un peu comme dans les animés, vous avez vu, comme des fois ils font des coupures. Ils le faisaient des fois pendant Dragon Ball Super, je me rappelle qu'ils le faisaient dans Bleach, dans Naruto aussi, enfin dans beaucoup. Quand il y avait des mini-jeux à l'intérieur des épisodes, ils faisaient un mot de passe qui est divisé à l'intérieur même de l'épisode en plusieurs morceaux. Genre, imaginez, je coupe au bout de 10 minutes, je vous donne un morceau, je coupe au bout de 15, je vous donne un dernier morceau, et à la fin je vous donne encore, ben voilà, le dernier morceau du mot de passe. Est-ce que vous voudriez carrément partir dans un délire comme ça au niveau du mot de passe, comme ça on verrait vraiment qui est resté jusqu'au bout, parce que je sais qu'en donnant un mot de passe à la fin, on peut gruger un petit peu. Vous me dites ça en zone commentaire. En tout cas, le mot de passe pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo, pour que je puisse le constater directement. Alors vous avez vu qu'il y a Zarbon dans ce chapitre-là, on sait pas ce qu'il vient foutre sur la planète Céréales, il y a tout le monde qui est mort. Cet enfoiré, on dirait qu'il vient faire la fête sur les cadavres, donc on va mettre
Zarbon le jambon, ça sera parfait comme mot de passe pour la fin de la vidéo. Vous me mettez ça en zone commentaire si vous êtes resté jusqu'à la fin. Ne mettez pas de hashtag encore une fois. Les hashtags, ça vous envoie directement dans les spams de YouTube. Le robot YouTube, il déteste les hashtags. En tout cas, mot de passe de fin de vidéo, Zarbon le jambon, vous l'avez compris. Je vous remercie tous énormément pour tout votre soutien. Vraiment merci de m'avoir accordé votre oreille tout au long de cette vidéo et également vis-à-vis des prochaines. Pensez alors à vous abonner, vraiment c'est super important, à activer la cloche des notifications pour tout recevoir, tout ce que je vous propose sur ma chaîne YouTube et ne pas passer à côté et qu'on puisse se retrouver par exemple en zone commentaire. Je vous y attends, je viendrai vous y lire et vous répondre un maximum possible. Pensez également, si mon contenu vous plaît, à m'aider au niveau du fameux robot de YouTube, l'algorithme au niveau du référencement en mettant un pouce bleu. Merci infiniment du fond du cœur, prenez tous extrêmement bien soin de votre futur et à plus pour de prochains arts divinatoires.